L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Je vais donc lui montrer de quoi l'Égypte est capable. Bonjour à tous, c'est Steve sur la cabane du ciné. Bienvenue, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de notre rétrospective spéciale sur la saga Astérix. Alors après avoir parlé du premier opus Astérix et Obélix contre César la semaine dernière d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, on va revenir ensemble sur le second volet Astérix et Obélix Mission Cléopâtre sorti en 2002. Allez, c'est parti, petit retour en arrière. Petit pitch rapide du film. Cléopâtre, la reine d'Égypte, décide pour prouver à Jules César la grandeur de la civilisation égyptienne de construire un palais en plein désert en l'espace de 3 mois. Et pour cela, elle fait appel à l'architecte numéro bis, mais ce choix déplaît fortement à l'architecte royal Amon Beaufils, jaloux de n'avoir pas été désigné pour mener à bien ce projet. Numéro bis, inquiet du délai extrêmement court dont il dispose, décide de se rendre en Gaule, où il fait au moins 8000, pour demander de l'aide à un vieil ami, le druide gaulois Panoramix, ainsi qu'à ses amis Astérix et Obélix. Les 3 Gaulois vont donc accompagner numéro bis à Alexandrie, où ils devront déjouer les manigances d'Amon Beaufils et des Romains. Car si numéro bis ne termine pas à temps la construction du palais, il sera jeté au crocodile. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est un film franco-allemand réalisé par Alain Chabat et produit par Claude Berry. Il s'agit d'une adaptation de la BD Astérix et Cléopâtre, sortie en 1963. C'est donc le second film de la saga Astérix et Obélix sur grand écran, et à ce jour celui qui a rencontré donc le plus grand succès en France. En 2002, son budget de 50 millions d'euros en a fait le film français le plus coûteux jamais réalisé. Mais avec plus de 14,5 millions d'entrées en France, le film se plaça à la première place du box-office en 2002. Mais également en seconde position des films de nationalité française de toute l'histoire, derrière La Grande Vadrouille. Par la suite, il n'a été dépassé que 2 fois, en 2008 par Bienvenue chez les Ch'tis, puis en 2012 par Intouchable. Tout comme le premier opus, le casting comprend des acteurs bien connus du public français, comme Christian Clavier, Gérard Depardieu, ou encore Monica Bellucci, Édouard Baird, Jamel Debbouze, Gérard Darmon et j'en passe. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film 21 ans après sa sortie déjà? Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Alors sans grande surprise et comme beaucoup de personnes je pense, c'est mon film préféré de la saga. Même si je voue une tendresse particulière au premier film réalisé par Claude Zidi. Alain Chabat a vraiment réussi à moderniser la franchise. S'il reprend à la lettre le matériel d'origine, il apporte vraiment sa folie et son humeur burlesque issue de la troupe des nuls. Sa mise en scène est très inspirée et bien rythmée. Et surtout, je trouve que la direction d'acteur a été une vraie réussite. Et il ne faut pas oublier qu'avant ce film, Alain Chabat n'a réalisé qu'un seul long métrage, Didier, sorti en 1997. Évidemment, le film n'aurait pas eu la même saveur sans son casting 5 étoiles. Le duo Christian Clavier et Gérard Depardieu est parfait pour incarner Astérix et Obélix, tant ils sont complémentaires. Et si Depardieu a conservé ce rôle par la suite, les remplaçants de Clavier dans le rôle du petit Gaulois ne m'ont jamais vraiment convaincu, faisant même perdre de la saveur à ce duo charismatique. Forcément, le choix de Jamel Debbouze pour incarner numéro bis c'est une évidence, tout comme celui de Gérard Darmon dans la peau de l'infâme Amon Beaufils. Que ce soit Monica Bellucci en Cléopâtre ou Claude Rich en Panoramix, ils sont tous tellement bons. Les effets spéciaux sont très efficaces sans vraiment être extravagants. Un mélange de maquettes et d'effets numériques plutôt léger qui a relativement bien veillé. Alors les costumes, je les trouvais déjà très réussis dans le précédent, mais alors là, ils sont magnifiques et ultra crédibles. Je comprends très bien pourquoi le film a gagné un César des meilleurs costumes en 2003. Les décors, quant à eux, sont merveilleux, on y croit vraiment. Y a vraiment quelque chose d'authentique qui se dégage du film et on voit les efforts sur tous les petits détails. Le contraste entre les différents paysages est saisissant. L'ambiance générale qui se dégage du film, pour moi, c'est un vrai plaisir. Et que dire des dialogues, hein, c'est un festival. Drôle, percutant à la fois, on ne compte plus les répliques cultes. On me voit plus. Viens me le dire de profil si t'es un homme. Et là, une grande allée avec plein d'autres statues qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. C'est pas possible, il fait au moins 8000. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Également le nombre incalculable de scènes marquantes. Souvent on dit d'un film « Ah oui, il était bien ».
mais oubliable. Bah là, non, franchement, 20 ans après, on s'en rappelle encore. Que ce soit la fameuse scène avec Isabelle Nanty et le fameux itinéraire qui ne capte plus, le monologue d'Otis, le scribe, fabuleux discours d'un Édouard Baird en pleine impro, très inspiré, qui heureusement d'ailleurs n'a pas été coupé au montage. La scène dans la pyramide avec les yeux qui apparaissent en format BD, ou alors le documentaire sur la langouste, ou encore le combat final entre Jamel Debbouze et Gérard Darmon, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Franchement, c'est du génie, tout est tellement drôle et super bien foutu. Et lorsque l'on visionne plusieurs fois le film, on remarque également tous les détails et les petits hommages rendus au cinéma dans sa globalité. Non, je vous assure, il n'y a pas que Dark Vador. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Vraiment longuement cherché quelques petits défauts à ce film, j'en ai finalement trouvé 2 petits. Le premier, tout d'abord au niveau du casting, ce que je trouve dommage, c'est que le duo Clavier-Depardieu est finalement relégué au second plan. Et le deuxième point, ce sont quelques références du début des années 2000 qui marchent les yeux fermés avec nous, une certaine génération. Mais honnêtement, je pense pas que ça peut marcher sur des jeunes de 10 ou 20 ans. A noter que le regretté Pierre Tchernia, narrateur dans plusieurs dessins animés de la franchise, est également narrateur dans le film et tient le rôle d'un général romain. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Alors, outre Alain Chabat, on retrouve un second membre de la troupe des nuls avec Chantal Lobby. Il faut savoir que tous les costumes du film ont été revendus sur eBay et l'intégralité des fonds a été reversée à une association qui vient en aide aux enfants maltraités. L'âne dans le film qui s'appelle Cannabis, en vrai son nom c'était Marie-Juana. Hein, c'est pas une blague. Le film a été tourné en France mais également au Maroc, à Ouarzazate et à Malte. Souffert parce que ce tournage en plein désert, 45 degrés, des fois 55 degrés centigrades. Et alors vous dites les bijoux chauffés. On a eu des fous rires dits de chaleur. On a eu des fous rires de chaleur. Des fous rires de chaleur. Oui, parce qu'on avait la tête pleine d'eau, quoi. On n'avait plus de cerveau. Il devait faire à peu près 50, 55. Ouais, c'est fou. Hein. 14 heures dans le désert à Ouarzazate, en plein mois de je ne sais quoi. Et enfin, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre n'est toujours pas sorti au format Blu-ray en France à l'heure où je vous parle. Tout comme Astérix et Obélix contre César. On peut cependant les trouver en import dans d'autres pays européens comme l'Allemagne avec la version originale française. Pas content. Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Alors pour conclure, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est la plus réussie des adaptations cinématographiques d'Astérix et Obélix. Alain Chabat a su parfaitement réinterpréter la bande dessinée qu'il aimait tant. Le meilleur souvenir du tournage, Alain, c'est quoi? À part le cachet. Hein. Là, on parle... Moi, je vois pas, alors. Le meilleur souvenir, c'est le tournage. Le plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir, c'est c'est pas des mauvais souvenirs, mais c'est vrai que j'ai dirigé 1 ou 2 scènes des chiottes parce que je m'étais pris une vraie bonne tourista. Et donc, je suis au Toki, dans les chiottes, assis sur le trône. Avec un petit moniteur de contrôle. Même pas le moniteur de contrôle, il y a l'assistant qui fait c'est prêt, tu veux vérifier? Je fais non, c'est bon, ça, allez-y. Rarement un film français aura autant ressemblé à une telle production hollywoodienne. Le tournage titanesque a duré plus de 5 mois et honnêtement on voit vraiment les 50 millions d'euros dépensés à l'écran. Que ce soit au niveau du casting, des décors gigantesques, plus de 500 ouvriers au Maroc, la mobilisation pour certaines scènes de plus de 2000 figurants, plus de 11 km de tissu pour les costumes, 5000 sandales et 1500 perruques. Ce film a marqué plusieurs générations qui le considèrent comme un film culte et en connaissent les moindres dialogues. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est tout simplement la comédie incontournable des années 2000. Alors, oui, non, vous êtes tellement calme et tout qu'il vous appelait sur le tournage Cascouix Tranquillix. Ah bon? Oui. Je savais pas. Si. Comment vous savez pas ça? Voilà, oui, c'est ça. Merci, Laurent. C'est une invention, ça, ou c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. Vous saviez pas? Non, sérieux. Je savais pas. Non, je savais pas. Cascouix Tranquillix. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez apprécié ce film comme moi ou pas du tout, ou quel est votre film préféré de la saga. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la Caverne du Ciné pour une prochaine vidéo. Allez, bye. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.